Bonjour, je suis Jean-Noël Fély. Bonjour, je suis Philippe Queneau. Alors, donc nous allons parler d'engagement et changement, donc le titre « To change or not to change ». En fait, moi, quand j'ai démarré dans le métier de consultant que j'exerce aujourd'hui en dirigeant le cabinet de Balthazar, il y a 25 ans maintenant, mes patrons de l'époque, c'était chez Bossard Consultants, certains se souviennent peut-être de cette entreprise, mes patrons de l'époque me disaient tu sais, les projets de changement, de transformation, il y a 2 tiers d'échecs. Ça échoue dans 2 tiers des cas, il y a une fois sur 3, ça réussit. Donc il faut avoir ça en tête quand on conseille et on aide nos clients. Et il se trouve que quelques années après, j'ai progressé dans le métier, et puis en 1995, la Harvard Business Review a sorti une étude et disait il y a 2 tiers des projets, effectivement, qui échouent. Ça, c'était en 1995. Puis 10 ans après, un peu plus de 10 ans après, McKinsey sort une étude auprès de 1536 dirigeants, je crois, dans le monde entier. Et puis, la statistique sort, 2 tiers des projets échouent. On était en 2006, ça faisait déjà 15 ans que je travaillais, et puis aujourd'hui, on est exactement sur les mêmes ratios. J'ai encore lu récemment une étude qui disait que dans les projets de fusion, alors ça c'est des grosses transformations, dans 80% des cas, le résultat, soi-disant, évalué au départ, n'était pas atteint, et même dans 50% des cas, on détruisait de la valeur. Donc vous imaginez, on part avec ce constat, on part avec un constat, quand on est face à un dirigeant, une équipe de dirigeants qui veut mener une transformation, un changement, on a 2 chances sur 3 de ne pas y arriver. Alors, c'est d'autant plus critique aujourd'hui que quand on regarde dans le contexte dans lequel évoluent les entreprises, en tout cas celles avec lesquelles je travaille, quand on voit l'arrivée de la génération Y, et il se trouve que j'enseigne à l'ESSEC depuis plus de 10 ans et je les vois passer régulièrement et je vois à quel point ça va provoquer, et ça provoque déjà un certain nombre de changements, et encore, il y a les digitales qui arrivent derrière. Quand on voit les réseaux sociaux, enfin toute une série d'évolutions, l'hyperconcurrence, la mondialisation, que sais-je encore, les entreprises vivent des transformations de plus en plus importantes, la nécessité de changer, d'évoluer, l'agilité, etc. On en parle de plus en plus, et pourtant on est avec cette constante des 2 tiers qui du coup pose la problématique. Alors du coup, nous chez Balthazar, c'est un cabinet jeune, on s'est créé, on a fêté nos 10 ans cette année. On a décidé d'investir ce sujet-là et de l'investir en regardant les choses un peu autrement. J'aime bien cette citation d'Einstein qui dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Au fond, nous, quand on est confronté face à cette problématique, ce qu'on se rend compte, c'est de dire les gens nous disent « Oui, mais est-ce que vous avez des méthodes éprouvées ?» Oui, mais aujourd'hui, je pense que le risque est justement d'essayer de faire toujours plus de la même chose et qu'il faut essayer de faire autrement. C'est ce qu'on essaye de faire. On a développé un lab. On s'appuie d'ailleurs beaucoup sur les neurosciences. On a recruté un jeune chercheur et scientifique dans neurosciences, d'ailleurs, qui nous parle souvent de vous, Monsieur Fradin, et sur lequel on travaille parce qu'on pense qu'effectivement, les neurosciences, les sciences humaines et sociales vont nous apporter beaucoup sur la manière de résoudre cette problématique-là. Alors, comment on aborde cette question autrement ? Nous, on a un postulat, en fait, chez Balthazar, c'est de considérer l'entreprise comme une personne. C'est un système vivant, c'est un système complexe. Si vous regardez cette peinture, c'est une peinture d'Archimboldo, qu'est-ce que vous voyez ? Une nature morte. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'entreprise, au fond, c'est des tuyaux, des systèmes, de l'organisation, et que finalement, l'humain va s'adapter par rapport à ça. Nous, on inverse les choses, on a un regard différent, on inverse un peu les choses, et on dit finalement, quand on le regarde d'une autre manière, ce qu'on voit, c'est que l'entreprise, justement, elle a une humanité. C'est une personne, d'ailleurs les juristes ne se trompent pas. Les juristes parlent de personnes morales par rapport à des personnes physiques. Et quand on est une personne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une singularité, on a une identité, on a des valeurs, on a quelque chose de fondamentalement singulier. Et si vous prenez une personne, vous, tous ici, moi, on n'est jamais aussi rayonnant, performant, excellent quand on est centré sur soi, sur ce qui fait, alors je vais rebondir, peut-être sa passion, ces éléments qui sont constitutifs de sa singularité. Une entreprise, c'est exactement la même chose. Pour être très, très rayonnant, très performant, il faut être vertical en fait. Et on applique ce raisonnement à l'entreprise. Alors, quand on part de ce postulat-là, c'est un postulat qu'on a posé, mais qui n'est pas, on ne l'a pas inventé. On vient d'une théorie, il y a des tas de théories qui sortent autour de ça. MacGregor est un des premiers à en parler en parlant de la théorie Y par rapport à la théorie classique, la théorie X. C'était en 1960, vous imaginez, dans un ouvrage célèbre du Human Side of Enterprise. Et en fait, la première chose que je voudrais aborder par rapport à ce postulat de base qui pose que l'entreprise est une personne, c'est le premier paradoxe. Alors que tout le monde parle de transformation, de changement, quelque chose d'assez anxiogène en fait. Nous, on va justement s'intéresser à ce qui ne change pas. Au fond, je disais, si on part du postulat que l'entreprise est une personne, on va regarder l'entreprise en disant quels sont ses invariants, les éléments qui sont constitutifs de son identité, de sa singularité, qui ne vont pas changer, qui va constituer une boussole, une référence, une direction pour les gens. Parce que, comme une personne physique,
Elle peut avoir plein de métiers différents, elle peut exercer plein de choses dans une vie. On peut avoir plein d'occupations différentes. On ne se définit pas seulement par ce qu'on fait, on se définit aussi par ce qu'on est. Et quand on a cet invariant qu'on arrive à formuler et qui existe, à ce moment-là, on a une boussole et ça permet au contraire de changer beaucoup. Au fond, pour paraphraser une phrase dans Lampedusa, dans le film Le Guépard, il faut pour que les choses changent beaucoup, il faut que rien ne change. Donc il y a un jeu de mots à travers ça, mais l'idée c'est véritablement de dire, regardons ce qui fait notre singularité, et pour nous ce qui fait la singularité, c'est ce qu'on appelle le modèle de succès. Ce qui fait qu'on a une singularité particulière, c'est qu'il faut justement regarder les éléments qui nous ont conduits à avoir des succès dans notre histoire. Et quand on regarde des succès dans l'histoire d'une entreprise, et c'est vrai aussi pour un individu, on va se rendre compte qu'en empilant les succès, en regardant les choses par tranches comme ça, on va voir qu'il y a des clés, il y a des invariants qui reviennent, et ces invariants mis bout à bout, c'est comme une séquence ADN, en fait ça constitue ce que nous on appelle un modèle de succès. Et ce modèle de succès, quand vous l'avez, vous avez une clé qui permet justement à l'entreprise d'engager des changements importants, parce qu'on a un référent, on a un point de référence. Alors peut-être que Philippe, tu veux réagir là-dessus ? Oui, alors peut-être une réaction sur l'entreprise qui est une personne qui peut surprendre. C'est vrai que quand on regarde Archiboldo à l'envers, on ne voit pas grand-chose. En revanche, ce qui est intéressant, et moi je suis donc le DRH de Bouygues Télécom, un secteur que vous imaginez actuellement extrêmement en train de changer, en train de bouger, avec des nouveaux entrants, avec un business plan, des business models, enfin un certain nombre de choses qui se changent au quotidien. Et donc une des questions que l'on se pose quand on est dans un environnement aussi complexe que celui qu'on vit actuellement, c'est finalement, pour reprendre ce que disait Jean-Noël, quels sont les invariants de l'entreprise. Et là, ça nous oblige à quoi ? À aller à reculer et à rentrer finalement dans les gènes de l'entreprise et d'aller finalement pas très loin, parce qu'on a la chance d'être une entreprise qui a une quinzaine d'années d'ancienneté. Et l'idée, c'est d'aller rechercher qu'est-ce qui a fait le succès de l'entreprise au moment où elle s'est lancée. Et au moment où elle s'est lancée, qu'est-ce qu'on avait par rapport aux compétiteurs de l'époque, c'était de dire qu'on devait être une société qui offrait de l'innovation, qui offrait une rupture, qui offrait du changement, et que ces changements étaient des changements qui étaient conduits par des collaborateurs qui avaient deux qualités essentielles. La première était l'énergie, une formidable énergie. Alors il se trouve qu'à l'époque, l'entreprise avait pas tout à fait 30 ans d'âge moyen. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'énergie quand l'âge est supérieur, mais en tout cas, ça a largement contribué à cette dynamique. Et donc ce qu'on a cherché, et ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est de retrouver cette énergie. Et alors pour juste illustrer avec un exemple rapide, on a lancé il y a quelques temps, le 1er octobre, la 4G, vous avez probablement, et j'espère que vous avez entendu parler. Et une des idées, ça a été de demander à nos collaborateurs comment allons-nous accompagner le changement et comment allons-nous accompagner vis-à-vis de nos clients, ou en tout cas vis-à-vis des prospects, la communication sur la 4G. Et on a fait un appel à concours, et il se trouve qu'un certain nombre de collaborateurs nous ont proposé d'organiser une flash mob. Alors si vous allez sur YouTube, vous tapez flash mob Bouygues Télécom et vous verrez ce qu'ont réalisé 1200 collaborateurs de l'entreprise. On est 9000 actuellement. Et l'idée c'est quoi ? C'est simple, c'est d'aller dans la rue, dans différentes villes de province et de réaliser une chorégraphie, alors qu'on n'est clairement pas une boîte d'artistes, c'est pas notre métier de base. Et on a réussi, voilà, d'une manière totalement spontanée, avec un peu d'envie, avec un peu d'énergie, avec un peu de plaisir et de sourire retrouvé, à aller montrer à l'extérieur que finalement l'entreprise pouvait apporter des choses un petit peu nouvelles dans un environnement qui est un petit peu complexe actuellement. Revenir sur ces fondamentaux et sur ce qui ne change pas, en fait, ça permet de se connecter à une source d'énergie inépuisable. Quand on est bien vertical, on a accès à une source d'énergie inépuisable, on ne se fatigue jamais. Quand on vit à côté de ces pompes, en règle générale, on s'épuise très vite. Et en fait, ça montre ça quand on travaille on travaille ensemble sur ces sujets-là, c'est qu'on voit effectivement, on reconnecte le système, le corps social de l'entreprise à une source d'énergie incroyable qui du coup se met en mouvement beaucoup plus naturellement que quand on est dans un mode contraint, coercitif, imposé. Qui provoque effectivement de l'hyper-investissement. Alors, deuxième paradoxe, ou deuxième idée que je voudrais aussi échanger avec vous, c'est, moi j'entends souvent parler, il faut accompagner le changement, on reçoit des appels d'offres, accompagner le changement. Bon, alors on accompagne le changement, on fait un peu de com, on fait un peu de formation, voilà. Bon, franchement, nous, ça nous dérange ce terme accompagner le changement. D'ailleurs, si on se pose 2 minutes sur qu'est-ce que ça veut dire accompagner le changement, comme si le changement d'une organisation, d'une stratégie, d'un système d'information était un objet en soi et qu'en fait, il fallait accompagner ça, c'est-à-dire faire en sorte que l'humain rentre dans les bonnes cases. Et en fait, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision.
C'est-à-dire que le changement, le vrai changement, c'est quand les individus, les personnes qui composent l'entreprise, hein, celles qui sont dans les boutiques, qui sont dans les call centers au téléphone, qui sont, je sais pas, un service comptable dans un shared services, changent leur comportement, leur pratique, leur attitude, évoluent dans leur manière de faire. Or, le hard, l'organisation, les systèmes, la stratégie sont au service de ça. Au fond, il faut voir ça comme un bocal qui crée les conditions d'un vrai changement. Donc moi, j'aime pas le terme accompagner le changement, je préfère le terme faire le changement. Et en fait, faire le changement, ça veut dire aussi faire vivre des expériences. Parce que pour que le changement s'approprie, c'est pas en faisant des jolis PowerPoint qu'on fait passer le changement. D'ailleurs, chez Balthazar, on a envie de tuer les PowerPoint. Et donc, on a plutôt envie de faire vivre des expériences, de construire des réelles expériences qui permettent aux gens de rentrer dans cette dynamique de changement. Oui, alors peut-être, alors pas d'exemple sur ce coup-là, mais en tout cas peut-être juste une réflexion qui peut se challenger. Finalement, est-ce que le changement, c'est pas simplement la notion de bon sens et l'envie de faire simplement les choses? Et quand je dis simplement, c'est pas un mot que j'utilise par hasard. C'est qu'assez souvent dans nos entreprises, on fait des choses compliquées parce que c'est plus facile de faire compliqué. C'est évidemment plus simple d'écrire un document d'une 30aine de pages plutôt que de faire une feuille de synthèse, un A4 pour synthétiser ce qu'on a envie de dire. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les entreprises, en tout cas c'est ce qu'on constate dans l'entreprise dans laquelle je suis, c'est qu'à force de vouloir écrire des choses qui bordent, qui sécurisent, qui font que finalement on n'avance plus, on a un petit peu de... Et là, à ce moment-là, on est obligé de se dire faut accompagner le changement, parce que le changement, ça doit être un truc terrible, puisqu'on n'a pas été en mesure de le faire simplement, en marchant, monter sur cette estrade, c'est pas très compliqué, il faut lever la jambe. Bon, voilà, et il n'y a pas besoin d'un accompagnement extrêmement fort. L'idée, encore une fois, c'est plutôt d'agir, de faire simple, d'avoir envie, d'avoir une certaine source de motivation, ou en tout cas une certaine motivation, mais éviter de faire... J'aimais bien, c'était... Juste avant, il y avait on voyait non, c'est après, pardon. On va voir la notion d'usine et d'usine à gaz. Bon, on est de temps en temps assez fort pour bâtir des usines à gaz. Bon, le problème, c'est qu'une fois que ceux qui les ont bâtis sont partis, on est avec l'usine et on a un petit peu de problème pour les faire tourner. Troisième idée, pas d'engagement sans liberté. On nous dit aussi, et moi j'entends souvent dire, oui, il faut engager mes collaborateurs. D'ailleurs, le thème de la conversation, c'est comment engager les collaborateurs. On n'engage pas les gens. Éventuellement, on les mobilise. La mobilisation générale, quand on a les périodes de guerre, vous n'avez pas le choix. Vous y allez, sinon c'est peloton d'exécution. Ça, c'est de la mobilisation, ça, c'est une logique top-down, une logique très autoritaire. Bon, si on veut engager les gens, ça ne marche pas. Donc il faut faire en sorte que les gens s'engagent. Mais pour que les gens s'engagent, l'engagement, c'est un don que vous fait une personne. Or, ce don, il se gagne quand la personne a un choix. Pour qu'elle ait un choix, il faut qu'il y ait un espace de liberté, donc des marges de manœuvre. Donc s'il n'y a pas d'espace de liberté, pas d'espace de marge de manœuvre, il ne peut pas y avoir d'engagement. Et donc c'est très important d'intégrer dans ces démarches de changement et de transformation ces espaces de liberté et ces marges de manœuvre. Or, dans notre culture française en particulier, laisser de la démarche de manœuvre, laisser de la liberté, ça repose complètement et ça refonde même la manière dont le management se voit et se conçoit dans nos organisations, puisqu'en fait, derrière ça, il y a toute une transformation managériale à faire dans ces logiques de changement, parce qu'à un moment donné, pour que l'individu, sur le terrain, il puisse changer, il faut qu'il ait un manager de proximité qui soit dans cette dynamique, etc. Et toute la ligne managériale doit rentrer dans cette dynamique de laisser de la liberté aux gens pour créer les conditions d'un engagement. Tout ça en lien avec un sens qu'il faut donner, d'où la parabole des tailleurs de pierre que je reprends là. Les gens tapent le caillou, mais si on voit ça à travers la construction d'une cathédrale, c'est très, très différent. Un exemple, Philippe, tu voulais donner ? Oui, un petit exemple sur la liberté. Il y a 3 ans maintenant, on a lancé dans l'entreprise un réseau social d'entreprise. Et donc la question était comment on fait vivre ce réseau et comment on fait vivre des communautés. Donc l'idée, c'est que les collaborateurs utilisent ces réseaux sociaux internes pour avoir un mode de fonctionnement, en mode projet, en mode équipe, etc. Et la question, évidemment, souvent posée d'ailleurs par les DRH, qui sont les premiers à s'inquiéter de cette espèce de perte de pouvoir, ou en tout cas de cette porte ouverte à tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Donc la question à l'époque, c'était simple, c'était de dire est-ce qu'on fait du contrôle a priori, c'est-à-dire les collaborateurs qui veulent ouvrir une communauté lèvent le doigt et dire je vais créer une communauté pour parler de ça, ou est-ce qu'au contraire on les laisse démarrer et puis on fait un contrôle a posteriori, en fonction de ça, on s'aperçoit qu'il y a dérive ou pas. Et l'exemple, l'expérience qu'on a, alors 3 ans c'est peut-être pas grand-chose, mais bon, au niveau des réseaux sociaux d'entreprise, ça commence à être un petit peu significatif. En 3 ans, on a demandé simplement à 2 communautés qu'on a considérées n'étant pas professionnelles. Alors évidemment, je résiste pas à vous donner l'exemple. La première, c'était un collaborateur qui avait créé une communauté qui était les amateurs de la tarte tatin.
Donc le modérateur a posteriori l'a appelé en lui disant est-ce que tu es sûr que c'est vraiment professionnel? La réponse a été non, non, pas du tout, c'est pas professionnel, c'était juste pour voir si vous alliez suivre. Et effectivement, on a suivi, donc il a fermé, puisque c'était une joke. Donc ils sont joueurs et taquins. Et puis la deuxième, c'est une communauté qui devait s'ouvrir, enfin qui avait l'espoir d'ouvrir, une communauté de joueurs de poker. Et là, on a trouvé que c'était quand même pas très sérieux. Et donc, bon, un peu de jeu d'argent derrière tout ça. Et on s'est dit qu'il y avait suffisamment d'offres de jeux en ligne pour permettre de s'épanouir sur le sujet. Et donc voilà, en 3 ans, deux communautés fermées. Et on a à date un peu plus de 600 communautés qui fonctionnent au quotidien. Donc c'est vous dire qu'un peu de liberté permet très clairement aux collaborateurs de prendre en charge et d'utiliser les outils qu'on leur propose. Voilà. On vous remercie. Je crois qu'on a atteint la limite. Je crois que c'est élevé. Et que... Voilà.